Elle m'appelait le papier peint. Elle disait que je me fondais dans le décor tandis que son partenaire créatif la faisait se sentir vivante. J'ai entendu chaque mot alors que je me tenais à 3 mètres de là. Ce soir-là, je ne me suis pas battu, je n'ai pas crié. J'ai juste commencé à planifier. À l'aube, je m'effacerai complètement de sa vie. Sans avertissement, sans adieu. Je m'appelle Christophe Martin. J'ai 41 ans et je suis ingénieur en conception de projets depuis 17 ans. J'ai bâti ma carrière sur la précision, sur le principe de mesurer 2 fois pour ne couper qu'une seule fois. Sur la compréhension que chaque poutre, chaque angle, chaque calcul compte. Ce que je n'avais pas calculé, c'est comment un mariage pouvait s'effondrer alors qu'il semblait parfaitement solide de l'extérieur. C'était un mardi soir d'octobre quand tout a basculé. Je suis rentré plus tôt du chantier. Un retard de livraison avait repoussé notre inspection au lendemain. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de la voix d'Amandine provenant du bureau, qu'elle avait transformé en studio de photographie et entre de création de contenu. Je n'essayais pas d'écouter aux portes. Je me tenais simplement dans le couloir, ma veste à moitié enlevée, quand je l'ai entendu rire. Pas le petit rire poli qu'elle m'accordait désormais. Le vrai rire, celui que je n'avais pas entendu depuis peut-être 2 ans. « Arrête, Laurent, disait-elle, la voix chaleureuse et enjouée. Tu es impossible. » Je me suis figé. Laurent Dumont, le directeur artistique de cette agence de publicité du centre-ville, le type pour qui elle faisait des photos en freelance depuis 8 mois. Le type qu'elle mentionnait peut-être un peu trop souvent lors des dîners où elle daignait parler. Je suis sérieuse, poursuivit Amandine, et je pouvais l'entendre faire les 100 pas, le vieux parquet craquant sous ses pieds. Christophe est juste. Il est comme un meuble, tu vois? Il est là, solide, fiable, mais on ne voit plus vraiment les meubles au bout d'un moment. Ils se fondent juste dans le décor. Ma main s'est serrée autour des clés de mon 4x4. Mais toi, continua-t-elle, sa voix devenant plus basse, plus intime, tu me donnes l'impression de ne pas être juste une femme au foyer qui joue à la photographe, mais d'être vraiment quelqu'un. J'aurais dû entrer à ce moment-là. J'aurais dû la confronter, exiger des réponses, la forcer à me regarder dans les yeux en m'expliquant pourquoi l'homme qui avait payé son matériel photo, l'éclairage de son studio et ses stages de photographie était devenu un meuble. Au lieu de cela, j'ai reculé doucement vers la porte d'entrée. Je suis sorti, je me suis assis dans mon véhicule dans l'allée pendant 20 minutes, fixant le volant, les clés toujours à la main. Quand je suis finalement rentré, Amandine était dans la cuisine, téléphone posé, sourire décontracté. « Salut chérie, dit-elle, levant à peine les yeux de son ordinateur portable où elle retouchait des photos. Je ne t'ai pas entendu rentrer. C'était comment le travail? Bien, dis-je. Comme toujours. Elle hocha la tête, déjà retournée au réglage des niveaux d'exposition sur la photo d'une fresque murale. C'est bien. Je commande un thaï pour le dîner. Ça te va? Bien sûr. Les meubles ne se plaignent pas. Les meubles ne font pas de vagues. Les meubles restent juste là, solides et fiables, exactement là où vous les avez laissés. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'elle, écoutant sa respiration, sentant la distance entre nous même si ses épaules touchaient presque les miennes. Et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h30 comme toujours. Amandine dormait encore, le visage enfoui dans son oreiller, un bras jeté à travers l'espace où j'étais allongé. Je l'ai observé un instant, essayant de me rappeler quand j'avais cessé d'être son mari pour devenir son meuble. Je me suis habillé en silence, j'ai sauté le petit déjeuner et je me suis dirigé vers le bureau plus tôt que prévu. Mais je ne pensais pas au travail. Je pensais à Laurent. À la façon dont la voix d'Amandine avait changé en prononçant son nom. À la durée de cette histoire qui se déroulait sous mon nez. À mon bureau, j'ai ouvert un navigateur en mode privé et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis connecté à notre compte bancaire joint depuis mon ordinateur personnel. J'ai commencé à faire défiler les transactions des 6 derniers mois. Là, le 14 septembre, la brasserie des Beaux-Arts, 247 €. Amandine m'avait dit qu'elle était à un événement de réseautage photo ce soir-là. J'avais travaillé tard sur le projet de la Défense, je n'étais rentré que vers minuit. J'ai continué à faire défiler. 23 août, hôtel Le Rivage, frais de chambre pour une nuit, 312 €. Elle avait dit qu'elle faisait une séance photo au coucher du soleil à 2h au nord,
que le retour serait trop dangereux dans le noir, qu'elle dormirait dans un motel bon marché. Le rivage n'était pas bon marché. Ma mâchoire s'est serrée. J'ai ensuite sorti son relevé de carte bleue, celui qu'elle pensait que je ne vérifiais jamais parce que je lui faisais confiance pour gérer ses frais professionnels. 17 juillet, lingerie de luxe, 193 €. Elle n'avait rien porté de nouveau au lit depuis des mois. Du moins, pas pour moi. 9 juin, livraison de vin, sélection Grand Cru, 85 €. Nous avions une demi-caisse qui prenait la poussière dans notre cuisine. Avec qui partageait-elle ce vin? Je me suis adossé à mon fauteuil, fixant l'écran. Les preuves n'étaient pas juste là. Elles étaient partout. J'avais juste été trop à l'aise, trop confiant, trop semblable au meuble fiable qu'elle décrivait pour regarder vraiment. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Amandine. Je file à un rendez-vous client en ville. Je ne rentrerai pas avant tard. Je t'aime. Je t'aime. 2 mots qu'elle tapait par habitude. Pas par sentiment. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à faire une liste, compte bancaire, titre de propriété, assurance vie, fonds de retraite, chaque actif que nous avions construit ensemble en 15 ans de mariage. Tout ce qui portait mon nom. Puis j'ai appelé mon notaire. Enfin, pas mon notaire, celui de mon père, maître Robert Caron, un homme qui avait géré la succession de mon père à son décès il y a 3 ans. Un homme de confiance, un homme qui comprenait la discrétion. Christophe, dit Robert quand il décrocha, la voix chaleureuse et surprise. Ça fait longtemps. Tout va bien? Je dois vous parler de documents juridiques, dis-je, gardant la voix basse même si j'étais seul dans mon bureau. Planification successorale, transfert d'actifs, ce genre de choses. Il y eut un silence. Robert pratiquait le droit de la famille depuis 30 ans. Il savait exactement ce que ce genre de choses signifiait. Quand pouvez-vous venir? Demanda-t-il. Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie à 3 rues de son cabinet. J'avais apporté des impressions de tout. Relevé bancaire, reçu de cartes de crédit, acte de propriété. Robert les étala sur la table, l'expression neutre, mais le regard perçant. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Demanda-t-il doucement. Je ne sais pas, admis-je. Des mois peut-être, peut-être plus. Et vous voulez vous protéger. Je veux disparaître, dis-je. Les mots sont sortis plus durement que je ne le pensais. Légalement, financièrement, complètement. Robert me regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Ce n'est pas facile à faire, Christophe. Surtout quand on est marié sous le régime de la communauté. J'en suis conscient, dis-je, mais je suis aussi conscient que si je la confronte maintenant, cela se transforme en guerre. Avocat, dispute sur les biens, des années de combat. Je ne veux pas de ça. Que voulez-vous? Je me suis penché en avant. Je veux tout lui donner. La maison, les voitures, les comptes, tout. Et ensuite, je veux partir si proprement qu'elle ne saura même pas que je suis parti avant qu'il ne soit trop tard pour m'arrêter. Robert resta silencieux un long moment. Puis il hocha lentement la tête. Ça, dit-il, je peux le préparer. Robert a travaillé vite, plus vite que je ne l'espérais. En 4 jours, il avait tout rédigé. Acte de donation, autorisation de transfert de compte, changement de bénéficiaire sur l'assurance vie, même les cartes grises des voitures signées au nom d'Amandine uniquement. Vous comprenez ce que vous faites, dit Robert lors de notre 2e réunion, en glissant les documents sur son bureau en chaîne. Vous lui donnez tout. La maison seule vaut 400 000 €. Votre plan d'épargne retraite, 120 000 de plus. Elle s'en tire avec plus d'un demi-million d'actifs, et vous repartez avec rien d'autre que votre pick-up et l'argent liquide que vous pouvez transporter. Je comprends, dis-je. Et vous êtes sûr de vous? J'ai pensé à la façon dont Amandine m'avait regardé ce matin-là autour du café. Pas avec mépris, pas avec colère, juste avec rien. Comme si j'étais une chaise qu'elle avait cessé de remarquer il y a des années. J'en suis sûr. Il me tendit un stylo. Alors signez. J'ai signé chaque document, je les ai datés. Robert les a placés dans une enveloppe Kraft et me l'a tendue. Ceux-ci seront enregistrés le jour après votre départ, dit-il. Pas avant. Si elle avant de cela trop tôt,
elle pourrait bloquer les procédures. Vous devez être parti avant qu'elle ne sache ce qui se passe. Je le saurai. Ce soir-là, je suis rentré dans une maison vide. Amandine avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Dîner avec des clients. Ne m'attends pas. Des clients, c'est ça. Je suis monté dans notre chambre, j'ai sorti un sac de sport de l'étagère supérieure du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. Pas grand-chose. Une semaine de vêtements, mes affaires de toilette, la montre de mon grand-père, l'album photo du service militaire de mon père, la seule chose dans cette maison qui comptait vraiment pour moi. J'ai tout laissé le reste, les photos de mariage sur la commode, le matériel de camping que nous n'avions pas utilisé depuis 5 ans, la machine à café expresso que je lui avais achetée pour son anniversaire. Qu'elle garde tout. Qu'elle se noie dans la maison que nous avons construite ensemble pendant que je recommençais à zéro ailleurs. Elle ne penserait jamais à chercher. À 4 heures du matin, j'ai fait un dernier tour de la maison. J'ai vérifié chaque tiroir, chaque placard, m'assurant que je ne laissais rien derrière moi qui pourrait permettre de retracer où j'allais. Puis je me suis arrêté dans la cuisine, j'ai fixé le congélateur un long moment, je l'ai ouvert et j'ai sorti le sac de petits pois surgelés qui était là depuis des mois, celui qu'Amandine avait utilisé quand elle s'était tordu la cheville au printemps dernier. J'ai enlevé mon alliance, je l'ai laissé tomber dans le sac, je l'ai enfoui profondément sous les légumes, puis j'ai remis le sac au congélateur et j'ai fermé la porte. Elle la trouverait un jour, ou pas. De toute façon, cela n'avait plus d'importance. Je suis sorti vers mon 4x4 à 5h48 du matin. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir, se gris pâle avant l'aube. Pas d'avertissement, pas d'adieu. Au lever du soleil, je m'étais effacé de sa vie, j'avais tout laissé derrière moi. J'ai démarré le moteur, je suis sorti de l'allée, je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Quand Amandine se réveillerait 3 heures plus tard, la maison serait silencieuse. Mon côté du lit froid, mon véhicule parti, et elle n'aurait aucune idée que l'homme qu'elle appelait le meuble venait de sortir de sa vie pour toujours. Amandine se réveilla avec la lumière du soleil inondant la chambre et tendit la main à travers le lit par habitude. Sa main trouva des draps froids. Un espace vide. Elle cligna des yeux, encore groggy. Christophe se levait généralement tôt, mais il laissait toujours la cafetière en marche. La maison était silencieuse. Pas de bourdonnement venant de la cuisine. Pas de bruit de douche. Rien. Elle s'assit, vérifia son téléphone. 8h30. Tard pour elle, mais elle était restée debout après minuit à retoucher les photos de la séance de la veille avec Laurent. Christophe, appela T.L. Pas de réponse. Elle se leva, enfila un peignoir et descendit. La cuisine était intacte. Pas de café, pas de vaisselle dans l'évier. Ses bottes de chantier n'étaient plus près de la porte. Il était probablement parti tôt pour une inspection de site. Elle se dit qu'il faisait ça parfois quand des coulages de béton étaient prévus. Elle fit son propre café. Vérifia son téléphone. Pas de SMS de sa part. C'était inhabituel. Christophe envoyait toujours un message. Je pars tôt, je suis en retard, je t'aime. De petites vérifications qu'elle avait cessé de lire il y a des mois. Elle ouvrit Instagram, fit défiler les commentaires sur le post de la veille. Une de ses photos artistiques, un paysage urbain sombre qu'elle avait pris avec Laurent dans le quartier des Entrepôts. 300 likes déjà. Pas mal. Ce n'est que lorsqu'elle remonta pour prendre son appareil photo qu'elle remarqua. Le placard. Son côté était vide. Pas en désordre, pas saccagé, juste vide. Ses chemises suspendues disparues, ses pantalons de travail disparus, l'étagère où il gardait ses bottes et ses vieilles casquettes débarrassées. Son cœur commença à battre plus vite. Elle ouvrit brutalement les tiroirs de sa commode. Rien, juste le bois nu et cette faible odeur de blocs de cèdre qu'il gardait toujours là-dedans. C'est quoi ce bordel, chuchota T.L. Elle courut en bas, vérifia le garage. Sa boîte à outils était toujours là, son établi aussi, mais son 4x4 avait disparu, sa veste aussi. Elle appela son téléphone. Messagerie directe. Elle rappela. Même chose. Elle resta au milieu du garage, respirant difficilement, essayant de comprendre. Les gens ne partaient pas juste comme ça. Pas comme ça. Pas Christophe. Christophe était stable, fiable,
prévisible à l'excès. Elle retourna à l'intérieur, commença à parcourir la maison systématiquement. Son bureau nettoyé. Le classeur où il gardait les papiers importants vide. Même le tiroir fourre-tout de la cuisine avait été trié, comme si quelqu'un était passé et n'avait pris que ce dont il avait besoin. C'est là que la panique commença à s'installer. Elle attrapa son ordinateur portable, se connecta à leur compte bancaire joint. Le solde était toujours là, en totalité. Mais quand elle cliqua sur les détails du compte, son nom était le seul listé. Le nom de Christophe avait été retiré. Elle cliqua sur le compte du crédit immobilier. Même chose. Seulement son nom. Les cartes grises, les assurances, les factures, tout lui avait été transféré. Tout, la maison, les véhicules, les comptes. Il lui avait tout donné et s'était volatilisé. Ses mains tremblaient alors qu'elle composait à nouveau son numéro. Messagerie. Christophe, qu'est-ce qui se passe, dit-elle, la voix montant dans les aigus. Où es-tu? Rappelle-moi maintenant. Elle raccrocha, fixa le téléphone. Puis elle appela Laurent. Et, beauté, répondit-il, la voix chaude et facile. Je te manque déjà? Laurent, j'ai besoin que tu viennes, dit-elle, la voix serrée. Quelque chose ne va pas. Christophe est parti. Parti? Comment ça, parti? Je veux dire parti. Ses affaires, son camion, tout. Il est juste. Parti. Il y eut un silence à l'autre bout. Tu es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Tu peux venir ou pas? J'arrive. Elle raccrocha, marcha jusqu'à la fenêtre de la cuisine, fixa l'allée vide, essayant de se rappeler la dernière chose que Christophe lui avait dite. Elle ne pouvait pas. Amandine déposa une main courante pour disparition le 3e jour. Pas parce qu'elle était véritablement inquiète pour moi, mais parce que Laurent le lui avait conseillé autour d'un café ce matin-là. Ça présente mieux si les gens commencent à poser des questions, avait-il dit, assis sur notre canapé avec ma tasse préférée à la main. Tu appelles la police, tu fais un signalement, tu fais tout ce qu'une femme inquiète devrait faire. Ça couvre tes arrières. Elle hocha la tête, répétant déjà ce qu'elle dirait, les larmes qu'elle pleurerait, la confusion qu'elle jouerait. La police arriva cet après-midi-là. 2 officiers, un plus âgé avec des cheveux gris et des yeux fatigués, un plus jeune qui n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Amandine comme s'il la reconnaissait de quelque part, probablement d'Instagram. Elle avait 43 000 abonnés. Madame Martin, dit l'officier plus âgé en sortant un carnet. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Il y a 3 jours, dit Amandine, sa voix soigneusement mesurée. Je suis allé me coucher vers minuit. Il dormait déjà. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, il était juste parti. Tous ses vêtements, son véhicule, tout. Des disputes récentes? Des problèmes financiers? Quelque chose d'inhabituel dans son comportement? Non. Elle mentit avec fluidité. Tout était tout à fait normal. Nous avons dîné ensemble 2 soirs avant, regardé un film. Il semblait aller bien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le jeune officier parcourut la maison, vérifiant les pièces, ouvrant les placards. Il revint en secouant la tête. Aucun signe de lutte ou d'effraction. Madame, on dirait qu'il a fait ses bagages et qu'il est parti de son plein gré. Mais pourquoi ferait-il ça? Demanda Amandine, laissant sa voix se briser juste assez. Nous étions heureux. Ça n'a aucun sens. L'officier plus âgé échangea un regard avec son partenaire. Un regard qui disait qu'ils avaient déjà vu ça. Trop de fois. Madame Martin, nous voyons cela parfois, dit-il doucement. Des hommes qui partent, tout simplement. Crise de la quarantaine, travail, stress, dépression, ils se cachent. Parfois, ils reviennent après quelques jours. Parfois non. Mais sans preuve d'acte criminel, nous ne pouvons pas faire grand-chose légalement. Mais vous n'allez pas le chercher? Sa panique devenait réelle maintenant. Nous enregistrerons le signalement, vérifierons les hôpitaux. Mais madame, si un adulte veut disparaître et qu'il n'y a pas de crime impliqué, nous ne pouvons pas le forcer à revenir. Il est parti. Amandine resta sur le pas de la porte, regardant leur voiture de patrouille s'éloigner, sentant une véritable peur s'installer dans sa poitrine pour la première fois. La 2e semaine,
elle commença à poster sur les réseaux sociaux avec prudence. D'abord, une photo en noir et blanc de notre mariage avec une légende, « Tu me manques plus que les mots ne peuvent le dire. S'il te plaît, rentre sain et sauf. » Emoji triste. Main en prière. Cœur. Les commentaires arrivèrent vite. Oh mon Dieu. J'espère qu'il va bien. Prière pour vous deux. Reste forte, ma belle. Puis quelqu'un commença à fouiller. Un détective d'internet avec trop de temps libre trouva les photos qu'elle avait postées avec Laurent au cours des 6 derniers mois. Les réunions clients qui ressemblaient étrangement à des dîners romantiques, les collaborations créatives dans des bars à vin, les posts sponsorisés où elle taguait Laurent avec des petits cœurs et des blagues privées. Un commentaire fit mal, peut-être qu'il en a eu marre d'être ta toile de fond pendant que tu jouais à la photographe avec ton jouet. Je dis ça, je dis rien. Amandine le supprima immédiatement, mais d'autres affluèrent plus vite qu'elle ne pouvait les retirer. Remarquez comme elle n'est pas vraiment triste sur ses photos. C'est de la comédie. Son mari disparaît et elle fait une séance photo à ce sujet. Tout ça pue la conscience coupable. Elle désactiva les commentaires, rendit son compte privé, mais le mal était fait. Son nombre d'abonnés commença à chuter. 50 personnes par jour au début, puis des centaines. L'audience qu'elle avait mis 3 ans à construire s'évapora en 2 semaines. Les contrats de marque disparurent du jour au lendemain. La compagnie de tapis de yoga envoya un email froid, « Nous avons décidé de prendre une direction différente. » Son partenariat cosmétique se termina sans explication, juste un avis de résiliation. Les clients photos commencèrent à annuler. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Problème de budget, changement de plan. Laurent cessa de venir aussi souvent. Arrêta de répondre rapidement à ses appels. Quand elle le confronta finalement un soir dans sa cuisine, il leva à peine les yeux de son téléphone. « Bébé, c'est trop, dit-il avec désinvolture. Cette situation de mari disparu, la police qui pose des questions, tout ce drame en ligne. Je n'ai pas signé pour ce niveau de bordel. Tu as dit que tu m'aimais, répliqua Amandine, le désespoir s'insinuant dans sa voix. J'ai dit que j'aimais passer du temps avec toi, corrigea Laurent, croisant enfin son regard. Il était froid, calculateur. Il y a une différence. Et en ce moment, être associé à toi est mauvais pour mon image. Elle le fixa. Alors c'est tout? Je pense que nous avons besoin d'espace jusqu'à ce que ça se tasse, dit-il, se dirigeant déjà vers la porte. Tu comprends, n'est-ce pas? Il partit sans l'embrasser pour lui dire au revoir. Ne regarda même pas en arrière. Amandine resta seule dans la maison qui semblait maintenant énorme et étouffante. Le silence pressait contre ses oreilles comme une eau profonde. La 3e semaine, la solitude avait développé des dents. Elle se réveillait à 3 heures du matin, tendant la main à travers le lit par habitude, ne trouvant que des draps froids. Elle faisait du café pour 2, puis fixait la 2e tasse avant de la verser dans l'évier. Elle mettait la table pour le dîner et réalisait à mi-repas qu'elle était complètement seule. Un après-midi, désespérée de trouver quelque chose pour engourdir la douleur, elle ouvrit le congélateur à la recherche de glace. C'est là qu'elle vit le sac de petits pois surgelés. Celui du printemps dernier, quand elle s'était tordu la cheville et que j'avais tenu le sac contre l'enflure pendant qu'elle se plaignait d'avoir raté une séance photo. Elle le sortit. Il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Bizarrement lourd. Confuse, elle déchira le sac au-dessus de l'évier. Mon alliance en tomba et heurta le comptoir avec un bruit métallique qui résonna dans la cuisine silencieuse. Elle la ramassa avec des mains tremblantes, fixant l'anneau en or comme s'il s'agissait d'une preuve sur une scène de crime. L'inscription à l'intérieur était encore visible, « Pour toujours commence aujourd'hui ». Il savait. Il avait tout su à propos de Laurent, à propos de ses mensonges, à propos de tout. Et il était quand même parti en silence. Il avait laissé l'alliance comme une déclaration finale. Il l'avait laissé avec tout, sauf lui-même. Les larmes vinrent alors, les vraies, pour la première fois. Des sanglots laids et étouffants qui résonnèrent dans les pièces vides et furent avalés par le silence. Mais j'étais déjà à 3 régions de là, en train de construire quelque chose de nouveau. Et je n'ai pas entendu une seule larme tomber. J'ai atterri dans les Hautes-Alpes, dans un coin perdu si loin de la vie que j'avais laissé derrière moi qu'on aurait pu croire que c'était sur une autre planète. Le projet de refuge pour vétérans avait été le rêve de mon père bien avant qu'il ne devienne le mien.
Il en parlait constamment dans les mois précédant sa mort. Cette vision de construire un endroit où les gars qui avaient servi leur pays et qui étaient passés à travers les mailles du filet pourraient se remettre sur pied avec dignité et but. Il avait commencé un fonds pour cela sur 5 ans. Économiser 20 000 € sur sa pension, 1 euro prudent à la fois. Il m'avait tout laissé dans son testament avec une simple demande écrite de son écriture tremblante, « Finis ce que j'ai commencé, fils. Donne-leur la seconde chance que j'aurais aimé pouvoir donner à plus de mes frères. » J'étais resté assis sur cet argent pendant 3 ans, trop enfoui dans mon mariage confortable et ma routine sécurisante pour en faire quelque chose de significatif. Trop à l'aise d'être un meuble pour construire quelque chose qui comptait vraiment. Maintenant, debout devant une structure à moitié bâtie, avec du bois empilé haut et l'odeur de la sueur fraîche épaisse dans l'air de la montagne, je comprenais enfin ce qu'il avait essayé de me dire tout ce temps. Le chef de chantier était un type nommé Henri, 70 ans environ, à la peau tannée et aux yeux vifs qui ne rataient rien. Ancien des troupes de marine avec une boiterie prononcée due à une explosion qui avait tué 3 hommes de son escouade et lui avait laissé une tige en titane dans la jambe gauche. Il m'examina quand je me présentai un mardi matin, mon 4x4 couvert de poussière de route et rempli de tout ce que je possédais. « Vous êtes perdu ?» demanda Henri, sans méchanceté. « Non, monsieur, dis-je en croisant son regard directement. Je cherche le projet de refuge. J'ai entendu dire que vous pourriez avoir besoin d'aide pour le construire. Vous savez manier un marteau? Je suis ingénieur structure, dis-je. Je sais lire des plans et m'assurer que les choses ne s'effondrent pas. Je peux apprendre le reste assez vite. Henri m'étudia un long moment. Ses yeux qui en avaient trop vu prenaient toute ma mesure. Puis il hocha la tête une fois. Ça ira. Vous avez un endroit où loger? Pas encore. Il y a une caravane derrière. Elle n'a pas servi depuis environ 1 an. Elle a besoin d'être nettoyée et sent probablement la souris, mais il y a du chauffage et de l'eau courante. Vous nous aidez à construire ce truc, d'accord? Vous pouvez rester là gratuitement. On reçoit des livraisons de repas quand le camion passe 2 fois par jour. Ça vous va? Je lui serrai la main. Sa poigne était de fer malgré son âge. Cette première semaine fut brutale d'une manière que je n'avais pas anticipée. Mon corps n'était plus du tout habitué au travail physique. J'avais passé 17 ans derrière un bureau à calculer des charges et à réviser des plans. Soulever réellement de lourdes poutres, transporter des plaques de plâtre, creuser des trous pour les poteaux dans le sol à moitié gelé des Alpes était une toute autre histoire. Mes mains furent à vif dès le 2e jour. Mon dos hurlait de protestation le 3e jour. Je m'effondrais dans cette caravane moisie chaque soir, trop épuisé pour penser, trop fatigué jusqu'aux os pour rêver, et je me réveillais avant l'aube pour recommencer. Mais c'était un travail honnête. Du vrai travail. Le genre où l'on pouvait voir des progrès tangibles à la fin de chaque journée. Un mur qui n'existait pas le matin. Une poutre de toit solidement fixée contre le vent. Une fondation coulée de niveau. Les autres bénévoles étaient une équipe mixte. Des vétérans pour la plupart, des gars qui avaient été exactement là où ces futurs résidents se dirigeaient. Des gars qui comprenaient intimement ce que signifiait tout perdre et avoir désespérément besoin que quelqu'un tende la main au lieu de faire l'aumône. L'un d'eux était un homme nommé Gilles, ancien légionnaire avec une intensité tranquille qui commandait le respect sans le demander. Il avait fait plusieurs opérations extérieures. N'avait pas pu s'adapter à la vie civile. Avait passé 5 ans à dériver entre hôpitaux et foyers avant qu'un programme ne lui redonne structure et but. Maintenant, il rendait l'appareil, un coup de marteau à la fois. Gilles s'assit à côté de moi pendant la pause déjeuner à la fin de ma 2e semaine, me tendant un sandwich enveloppé dans du papier. « Tu fuis quelque chose » dit-il. Pas une question, une simple déclaration de fait observé. Je ne répondis pas immédiatement. J'ai juste déballé le sandwich et pris une bouchée. Dinde et mental. Simple et bon. C'est bon, continua Gilles, s'installant sur la pile de bois comme si nous nous connaissions depuis des années. La moitié des gars ici fuient quelque chose. Mauvais mariage, mauvaise décision, mauvais souvenirs qui ne veulent pas lâcher prise. Le truc, ce n'est pas de s'arrêter ou de courir. C'est de savoir si tu cours pour fuir quelque chose ou si tu cours vers quelque chose. Il y a une vraie différence entre les deux. C'est quoi la différence? Demandai-je doucement. Gilles regarda la montagne s'étendant à l'infini dans toutes les directions, la charpente du bâtiment s'élevant contre le grand ciel. Fuir,
c'est continuer à regarder par-dessus ton épaule chaque jour. Laisser ce que tu as laissé derrière définir où tu vas. Courir vers quelque chose, c'est construire du neuf avec un vrai but. Créer au lieu de juste s'échapper. Tu construis quelque chose de nouveau ici, Christophe. Je marquais une pause, posais le sandwich soigneusement, regardais la structure s'élever autour de nous, les murs qui abriteraient bientôt des gens qui en avaient désespérément besoin. Ouais, dis-je, pensant chaque mot. Je crois que oui. Gilles hocha lentement la tête, satisfait. Bien. Parce que le monde a déjà assez d'hommes brisés qui errent perdus. Ce dont il a vraiment besoin, c'est d'hommes qui savent reconstruire. Comment prendre ce qui est brisé et le rendre fort à nouveau? Ce soir-là, je me suis assis sur les marches de la caravane, regardant le soleil se coucher sur les montagnes en traînées orange et violet profonds. Mon téléphone, le prépayé que j'avais acheté dans une station-service, était posé à côté de moi. Il avait exactement 3 contacts enregistrés. Maître Caron, le notaire. Les urgences. C'était tout. Pas de messages, pas d'appels manqués, pas de compte de réseaux sociaux, aucun lien avec la vie dont je m'étais méthodiquement effacé. Juste le silence. Un silence propre, clair, honnête qui ne demandait rien de moi à part ma présence. Et pour la première fois depuis plus d'années que je ne pouvais compter, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à fond. Comme si mes poumons recevaient enfin l'oxygène dont ils avaient été privés. Les montagnes se fichaient de qui j'étais avant. Le travail ne jugeait pas mon passé. Les hommes ici ne posaient pas de questions auxquelles ils n'avaient pas besoin de réponses. J'étais juste Christophe, un gars avec un marteau et un but, et c'était suffisant. 3 ans passèrent comme l'eau entre les doigts. 3 ans de sueur et de sueur, de murs levés et de toits sécurisés, d'hommes retrouvant pied dans un monde qui les avait oubliés. J'avais changé d'une manière qu'Amandine ne reconnaîtrait pas. Mes mains sont calleuses maintenant, marquées par le travail honnête. Mes épaules plus larges à force de soulever des poutres, mon visage plus maigre, tanné par le vent des montagnes et le soleil. J'avais laissé pousser une barbe, gardé tailler mes présentes, et laissé l'argent envahir mes tempes sans lutter. Le refuge était terminé maintenant, opérationnel, 24 lits remplis de vétérans obtenant leur seconde chance, exactement comme mon père l'avait rêvé. J'étais resté comme assistant de direction, aidant Henri à coordonner les approvisionnements et la maintenance. Ce n'était pas un travail glamour, mais ça comptait. Chaque matin, je me réveillais en sachant que je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. Un mardi après-midi, un photographe se présenta, un jeune type avec du matériel coûteux, disant qu'il travaillait pour un magazine régional de plein air faisant un reportage sur les projets de reconstruction communautaire à travers les Alpes. « Ça vous dérange si je prends quelques photos de l'équipe au travail ?» demanda-t-il à Henri. Henri haussa les épaules. « Tant que vous ne gênez pas. » Je transportais du bois de récupération avec un autre bénévole quand le photographe commença à mitrailler. Je n'y ai pas prêté attention, je continuais juste à travailler, concentré sur la tâche. 2 mois plus tard, Gilles vint me voir pendant le déjeuner tenant un magazine. « Tu as vu ça ?» demanda-t-il en l'ouvrant à une page marquée. J'y étais, en plein effort, du bois sur l'épaule, plissant les yeux contre le soleil. La photo était prise sur le vif, non posée, réelle. La légende disait, des bénévoles transportent du bois de récupération lors de la rénovation du refuge des vétérans des Hautes-Alpes. Pas de nom, pas d'identification, juste un homme faisant un travail honnête. Ça rend bien, dis-je en le rendant. Gilles m'étudia. Tu as peur que quelqu'un te reconnaisse. Non, dis-je, et je le pensais. L'homme sur la photo n'est pas le même que celui qui est parti. Qu'ils regardent. Ils ne trouveront pas celui qu'ils cherchent. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à des centaines de kilomètres de là, dans une librairie à Lyon. Amandine était sur le point de feuilleter exactement le même magazine en attendant la fin d'une averse. Pendant ce temps, dans la maison qui fut la nôtre, Amandine avait reconstruit une version de sa vie. Pas celle qu'elle voulait, mais celle qu'elle avait méritée par ses choix. Les abonnés ne sont jamais revenus. Les contrats de marque sont restés loin. Elle avait dû prendre un emploi normal dans un studio photo, retouchant le travail des autres pour le SMIC. La maison était trop grande, trop chère, trop pleine de fantômes. Elle essayait de sortir avec des hommes. Laurent avait déménagé à Paris sans un regard en arrière. D'autres hommes étaient venus et repartis, mais aucun n'était resté. Ils sentaient tous quelque chose de brisé en elle qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher.
Ce mardi-là, elle entra dans une librairie pour échapper à la pluie. Erra vers le rayon magazine par habitude. Prit une publication de plein air qu'elle ne lirait jamais normalement. Feuilleta des pages de cabanes sauvages et de sentiers de randonnée. Elle était sur le point de le reposer quand elle vit la photo. 3e page, une demi-page montrant des bénévoles sur un projet de refuge. Son souffle s'arrêta. L'homme sur la photo avait une barbe, de l'argent aux tempes, des vêtements différents, une posture différente, mais elle connaissait ses yeux, connaissait la façon dont il tenait ses épaules, le connaissait dans ses os. Christophe. Le magazine glissa de ses doigts, les pages s'éparpillant sur le carrelage. Un vendeur demanda si elle allait bien. Elle ne répondit pas, fixa juste la photo comme si elle risquait de se dissoudre si elle détournait le regard. Il était vivant. Pas seulement vivant, mais bien, construisant quelque chose, contribuant. La photo montrait de la force, un but, la paix, tout ce qu'elle ne lui avait jamais laissé l'espace d'être. Elle ramassa les pages avec des mains tremblantes, acheta le magazine, rentra chez elle en silence. Ce soir-là, elle s'assit à la table de la cuisine sous la lumière crue, étudiant chaque détail de la photographie. L'arrière-plan montrait des montagnes. La légende mentionnait les Hautes-Alpes. Il était allé dans les Alpes. Amandine prit une décision qui n'avait rien à voir avec l'autopréservation ou la gestion d'images. Elle allait le trouver, pas pour le ramener, pas pour s'excuser, bien qu'elle lui dût cela et plus encore, mais pour voir de ses propres yeux ce qu'il était devenu sans son poids pour le tirer vers le bas. Elle prit un billet de train pour le vendredi. Amandine arriva dans les Alpes un vendredi après-midi, loua une voiture à la gare, conduisit à travers des routes de montagne qu'elle n'avait jamais vues auparavant, suivant les indications vers le refuge mentionné dans l'article. Elle avait répété ce qu'elle dirait 100 fois dans le train. Des excuses, des explications, des justifications pour sa venue jusqu'ici. Rien de tout cela ne sonnait juste dans sa tête. Le refuge se trouvait au bout d'un chemin de gravier entouré de pins et de montagnes. C'était plus grand qu'elle ne l'avait prévu, bien construit, solide, le genre de structure qui parlait de soin et de précision dans chaque poutre et chaque clou. Elle se gara de l'autre côté de la route et attendit. Regarda les bénévoles aller et venir. Vit des hommes travailler sur une extension du bâtiment principal. Ses mains serraient le volant si fort que ses articulations devinrent blanches. Puis elle le vit. Christophe sortit du bâtiment principal, portant du bois sur l'épaule comme si cela ne pesait rien. Il avait tellement changé que cela faisait presque mal de le regarder. La barbe était nouvelle, striée d'argent. Ses épaules étaient plus larges. Ses bras musclés par le travail. Il bougeait avec une confiance qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. Comme s'il avait enfin grandi en lui-même. Il portait des bottes de travail et une chemise en flanelle, un jean délavé avec de la vraie terre dessus, pas les vêtements soigneusement repassés qu'il portait au bureau, pas l'homme qui avait mesuré sa vie en feuilles de calcul et calculs structurels. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'entier. Les mains d'Amandine tremblaient alors qu'elle ouvrait la portière de la voiture. Elle avait attendu 3 heures, mais maintenant que le moment était là, son courage faillit lui manquer. Elle posa le pied sur le gravier. Le bruit de ses bottines sur la pierre semblait impossiblement fort. Christophe leva les yeux, la vit un long moment. Aucun d'eux ne bougea, juste là, séparés par 15 mètres de terre alpine. 3 ans de silence suspendus entre eux comme de la fumée. Puis Christophe posa soigneusement le bois, essuya ses mains sur son jean et marcha vers elle. Pas vite, pas lentement, juste régulier, comme il l'avait toujours été, sauf que maintenant cette stabilité venait de la force au lieu de l'habitude. Il s'arrêta à environ 3 mètres. Assez près pour parler. Assez loin pour maintenir la distance. Amandine, dit-il. Sa voix était différente aussi. Plus profonde, plus calme, comme s'il avait trouvé quelque chose de solide en son centre. Christophe. Sa voix sortit à peine au-dessus d'un murmure. J'ai vu ta photo dans un magazine. Je devais. J'avais besoin de voir si c'était vraiment toi. C'est moi, dit-il simplement. Elle le regarda vraiment, et vit ce que la photo n'avait fait que suggérer. Cet homme n'avait pas besoin d'elle. N'avait besoin de rien d'elle. Il avait construit une vie sans elle et elle lui allait mieux que leur mariage ne l'avait jamais fait. Je suis désolé, dit-elle, les mots se bousculant. Pour tout. Pour Laurent. Pour t'avoir traité comme si tu ne comptais pas.
pour n'avoir pas vu ce que j'avais jusqu'à ce que ce soit parti. Christophe resta silencieux un moment. Pas en colère, pas blessé, juste pensif. J'apprécie que tu dises ça, dit-il finalement. Vraiment. Mais Amandine, je ne suis pas venu ici pour attendre tes excuses. Je suis venu ici pour construire quelque chose qui compte et je l'ai fait. Je sais, dit-elle, les larmes commençant à couler. Je peux le voir. Tu as l'air heureux. Vrai. Comme si tu avais enfin trouvé ta place. Je l'ai trouvé, confirma Christophe. Il a fallu tout perdre pour comprendre ce qui comptait vraiment. Il s'avère que ce n'était pas la maison ou le travail ou le mariage. C'était le but, la dignité, construire quelque chose de mes propres mains qui aide les gens. Amandine essuya ses yeux. Est-ce que tu me hais? Christophe considéra la question. La considéra vraiment. Non, dit-il honnêtement. Je ne te hais pas. Te haïr signifierait que tu as encore du pouvoir sur ma vie. Tu n'en as pas. Tu es juste quelqu'un que j'ai connu. Quelqu'un qui m'a appris ce que je ne voulais pas être. Cela fit plus mal que la colère. Pire que les cris ou les accusations. L'absence totale d'émotion. La finalité de la chose. Y a-t-il une chance, commença-t-elle. Non, dit Christophe, pas méchamment mais fermement. Il n'y a aucune chance. Cette version de moi est morte il y a 3 ans. L'homme qui se tient ici maintenant ne rentre pas dans ton monde. Et franchement, je ne le veux pas. J'aime ma vie. J'aime qui je suis. Je ne retournerai pas à l'état de meuble. Amandine hocha la tête, acceptant ce qu'elle savait au fond être vrai. Qu'est-ce que je devrais faire? Rentre chez toi, dit Christophe. Construis quelque chose de vrai. Arrête de jouer pour les caméras et vis vraiment. Trouve quelqu'un qui te voit, pas ton nombre d'abonnés. Sois meilleur que tu ne l'étais. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Amandine. Vraiment. Comprends juste que ce n'est pas ici. Ça n'a jamais été ici. Puis il retourna à son travail, ramassa le bois et disparut dans le bâtiment. Amandine resta seule sur le chemin de gravier, regardant le refuge qui était devenu sa maison, et comprit enfin ce qu'elle avait jeté. Elle reprit sa voiture et retourna à la gare, prit le prochain train. Et quelque part entre les montagnes et la ville, regardant les nuages par la fenêtre, elle prit une décision. Elle allait supprimer son Instagram, trouver un vrai travail, arrêter de courir après la validation d'inconnus. Peut-être, juste peut-être, apprendre à se voir comme quelque chose de plus que du contenu. C'était trop tard pour elle et Christophe. Cette histoire était finie. Mais sa propre histoire, sa vraie histoire, pourrait bien ne faire que commencer. 8 mois après la visite d'Amandine, j'ai rencontré Sophie lors d'une réunion de bénévoles pour le refuge. Elle était là pour représenter une association locale qui offrait une formation professionnelle aux vétérans en transition vers la vie civile. Elle avait des yeux doux et une force tranquille qui me rappelaient les montagnes. Pas de prétention, pas de performance, juste une présence authentique. Nous avons commencé à parler autour d'un café pendant une pause. Elle m'a parlé de son défunt mari, un pompier mort en intervention lors d'un incendie de forêt il y a 4 ans, de l'éducation seule de ses 2 enfants, de la découverte d'un but en aidant les autres, même en portant son propre deuil. Tu ne parles pas beaucoup de ton passé, observa-t-elle lors de notre 3e café, qui avait cessé d'être à propos du travail pour devenir tout autre chose. Il n'y a pas grand-chose qui vaille la peine d'être raconté, dis-je. Cette personne n'existe plus. Elle hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. Je comprends. Parfois, il faut brûler l'ancienne version pour faire place à qui l'on est censé être. Nous avons pris notre temps. Pas de précipitation, pas de grandes déclarations, juste 2 personnes qui avaient traversé le feu, apprenant à faire confiance à la chaleur à nouveau. Ses enfants, Emma et Lucas, furent prudents au début, me testant, voyant si j'étais réel ou juste une autre personne qui partirait. Je n'ai pas forcé, j'ai juste été présent. J'ai aidé au devoir, réparé l'évier qui fuyait dans leur cuisine, appris à Lucas à changer une roue. Écoutez Emma parler de ses projets artistiques. 6 mois plus tard, Emma m'a demandé directement « Est-ce que tu vas épouser notre maman ?» J'ai regardé Sophie, qui observait depuis l'encadrement de la porte de la cuisine avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. « Je ne sais pas, dis-je à Emma. Honnêtement.
Mais je sais que je ne vais nulle part. Que ta maman veuille m'épouser ou non, je reste. Tu peux compter là-dessus. Sophie sourit. C'est à ce moment-là que j'ai su. Nous nous sommes mariés un samedi matin d'octobre au refuge que mon père avait rêvé de construire. Petite cérémonie. Henri a officié. Gilles était mon témoin. Emma et Lucas se tenaient avec leur mère. Tous les deux souriaient. Pas de photographe. Pas de réseaux sociaux. Pas de performance pour un public qui ne comptait pas. Juste nous. Juste du vrai. Après la cérémonie, nous avons tous travaillé ensemble sur la nouvelle extension. Même Emma et Lucas ont aidé à peindre, en mettant plus de peinture sur eux-mêmes que sur les murs, mais en riant tout le temps. Ce soir-là, assis sur notre porche avec Sophie à mes côtés, sa main dans la mienne, j'ai pensé à l'homme que j'étais. Celui qui avait accepté d'être invisible, qui avait cru que la stabilité signifiait disparaître dans le décor. À quoi penses-tu ? Demanda doucement Sophie. Juste que parfois, tout perdre est la seule façon de trouver ce qui compte vraiment, dis-je. Elle serra ma main. Je suis heureuse que tu l'aies trouvé. Quelque part loin de là, Amandine avait supprimé ses comptes de réseaux sociaux et commencé à travailler comme photographe scolaire. Pas glamour, pas viral, mais un travail honnête qui faisait sourire les enfants. Elle avait envoyé une carte quand elle avait entendu parler de mon mariage par des connaissances communes qui vivaient encore dans notre ancienne ville. Juste 3 mots à l'intérieur. Je suis heureuse pour toi. Je l'ai cru. J'espérais qu'elle trouverait sa propre version de cette paix. Mais c'était son voyage maintenant. Le mien était ici, en ce moment, avec cette femme, ses enfants et cette vie que j'avais bâtie de mes propres mains cicatrisées. Le passé était parti. Le futur était incertain. Mais en ce moment précis, j'étais exactement là où je devais être. Des années après avoir disparu de la vie d'Amandine, je me tenais dans le jardin de la maison que Sophie et moi avions achetée ensemble. Regardant Emma répéter son discours d'entrée à l'université pendant que Lucas lançait une balle de baseball contre la clôture du fond avec un rythme que seul un ado de 15 ans pouvait maintenir. La maison n'était pas grande. 140 mètres carrés en bordure de ville avec vue sur les montagnes, mais c'était la nôtre. Chaque clou, chaque coup de pinceau, chaque souvenir construit à l'intérieur de ces murs. Sophie sortit sur le porche portant 2 verres de citronnade, ses cheveux attachés en arrière, portant une de mes vieilles chemises en flanelle sur son jean. Elle me tendit un verre et s'appuya contre la rambarde à côté de moi. Emma est nerveuse pour l'entretien, dit-elle doucement. Elle s'en sortira très bien, l'assurai-je. Elle a ta force et ta stabilité, ajouta Sophie en serrant mon bras. Le refuge s'était encore agrandi. 24 lits étaient devenus 40. Nous avions ajouté un centre de formation, une clinique de santé mentale et un atelier de menuiserie où les vétérans pouvaient apprendre un métier tout en reconstruisant leur vie. Les 20 000 € de mon père s'étaient transformés en quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Henri avait pris sa retraite l'année dernière, me passant le poste de directeur. J'avais été terrifié au début, mais Gilles m'avait rappelé quelque chose d'important. Tu sais déjà diriger, avait-il dit. Tu le fais par l'exemple depuis 4 ans. Maintenant, tu as juste le titre qui va avec. Le mois dernier, nous avons inauguré un projet que je planifiais depuis 2 ans. Un bâtiment résidentiel pour les vétérans vieillissants qui avaient besoin de plus de soins que le refuge ne pouvait fournir. Ces unités avec personnel médical à temps plein et des espaces communs conçus pour la dignité et la communauté. Nous le nommions d'après mon père. Le centre de soins pour vétérans Daniel Martin. Mon téléphone vibra. Un SMS de Maître Caron, mon notaire. Celui qui m'avait aidé à disparaître toutes ces années auparavant. Entendu parler du nouveau centre. Ton vieux serait fier. Bon sang, je suis fier. Tu as construit quelque chose qui compte, Christophe. J'ai souri et empoché le téléphone. Bonne nouvelle ? Demanda Sophie. Juste quelqu'un qui me rappelait tout le chemin parcouru, dis-je. Ce soir-là après le dîner, Emma me prit à part. Je peux te demander quelque chose de personnel. Toujours. Est-ce que tu regrettes parfois d'avoir quitté ton ancienne vie comme tu l'as fait? J'y ai pensé. Vraiment considérer la chose. Penser à l'homme que j'étais. Le mari invisible. Le meuble qu'Amandine avait cessé de voir. Non, dis-je honnêtement. Pas une seconde.
Cette vie me tuait à petit feu. Partir m'a sauvé. M'a mené ici. À ta mère. À toi et Lucas. À un travail qui compte vraiment. Je le referai exactement de la même manière. Emma hocha la tête, satisfaite. Tant mieux, parce qu'on est vraiment content que tu sois resté. Elle me serra rapidement dans ses bras, puis retourna à ses devoirs. Plus tard cette nuit-là, allongé au lit avec la tête de Sophie sur ma poitrine, je fixais le plafond et pensais au voyage qui m'avait amené ici. Quelque part là-bas, Amandine construisait sa propre version de la rédemption. J'avais entendu dire qu'elle voyait quelqu'un, un instituteur, un type calme qui la faisait rire. J'espérais que c'était vrai cette fois. J'espérais qu'elle avait appris ce que j'avais dû apprendre à la dure. Qu'être vu ne consiste pas à être parfait ou à jouer un rôle. C'est être authentique, se présenter tel que l'on est et avoir confiance que c'est suffisant. Tu penses trop fort, murmura Sophie, endormie. Désolé, dis-je en embrassant son front. Quoi alors? Juste de la gratitude, dis-je. Pour les secondes chances. Pour avoir trouvé un vrai but. Pour toi. Elle sourit contre ma poitrine. Nous sommes les chanceux. Elle avait raison. J'avais tourné le dos à tout ce que je pensais me définir. Maison, mariage, carrière, identité. Et en perdant tout cela, j'avais trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Je m'étais trouvé moi-même. Les montagnes derrière notre fenêtre se tenaient silencieuses et fortes, comme elles l'avaient fait chaque nuit depuis 4 ans. Témoin constant et immuable de l'homme que j'étais devenu. Demain, je me réveillerai tôt, j'aiderai Lucas avec ses devoirs de maths avant l'école, j'embrasserai Sophie pour lui dire au revoir avant de me diriger vers le refuge. Passerai une journée à construire quelque chose qui comptait aux côtés d'hommes qui comprenaient la valeur des secondes chances. C'était ma vie maintenant. Pas parfaite, pas glamour, pas le genre qui générait des likes ou des moments viraux, mais c'était réel. C'était la mienne. Elle était bâtie sur une fondation de dignité, de but et de travail honnête. Et c'était plus que suffisant. C'était tout.